Il y a un endroit au fond de la mer du Nord où la pression de l'eau équivaut au poids de 60 voitures empilées sur chaque centimètre carré de votre corps, où la température avoisine les 4 degrés permanemment, sans exception. Comme l'intérieur d'un réfrigérateur qui fonctionne depuis 8000 ans sans s'éteindre, où la lumière du soleil n'arrive jamais. Elle ne faiblit pas. Elle ne s'estompe pas dans un joli dégradé de bleu. Elle est coupée, comme des ciseaux. À 200 mètres de profondeur, le soleil cesse d'exister pour tout ce qui vit là-dessous. 600 mètres sous la surface. Obscurité absolue. Froid paralysant. Pression écrasante. Personne ne s'attendait à y trouver quoi que ce soit. Aucun scientifique du 19e siècle n'aurait parié un sou sur l'existence de vie complexe dans cet environnement. En fait, l'un des naturalistes les plus respectés de son époque, Edward Forbes, publia en 1843 une théorie formelle la déclarant impossible. Au-delà de 600 mètres, écrivait-il, l'océan est une zone azoïque, une zone sans vie. Forbes avait tort, pas légèrement tort, pas tort dans les détails, tort de manière radicale, spectaculaire, presque poétique. Car dans ce fond sombre et froid, il n'y a pas seulement quelques bactéries survivant dans la boue. Il y a des récifs, des structures coralliennes atteignant 35 mètres de hauteur, construites millimètre par millimètre pendant 8 millénaires, qui abritent des centaines d'espèces, qui pompent le carbone de la surface vers les profondeurs, qui servent de pouponnières pour certaines des espèces de poissons les plus importantes d'Europe, et qui conservent dans leur squelette calcaire un registre climatique des 8000 dernières années qu'aucun instrument humain n'avait prévu de créer. Il y a un monde entier là-dessous, et nous avons passé des décennies sans savoir qu'il existait. Comment une telle chose est-elle possible? Comment un récif corallien survit-il sans lumière, sans chaleur, sans rien de ce que nous pensions que la vie avait besoin pour prospérer de cette manière? Et que cela dit-il sur les limites réelles de la vie sur cette planète? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Restez. La mer du Nord ne semble pas à première vue le théâtre de grands mystères. C'est la mer qui borde les côtes de la Norvège, du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni. C'est la mer que les Vikings ont traversée dans leur drakkar il y a plus de 1000 ans, celle que les marins néerlandais ont dominée au XVIIe siècle pendant leur siècle d'or, celle qui a vu sombrer des flottes entières lors des 2 guerres mondiales du XXe siècle. C'est, dans une large mesure, la mer qui a fait de l'Europe ce qu'elle est aujourd'hui, une puissance maritime, commerciale et de pêche, avec des siècles d'histoire sur l'eau. Elle a une superficie d'environ 570 000 km². Pour le situer en perspective, c'est environ la taille de l'Espagne et du Portugal réunis. Ce n'est pas une petite mer, mais elle n'est pas non plus extraordinairement profonde. La majeure partie de son étendue a entre 50 et 100 mètres de profondeur. C'est, en termes océaniques, très peu. Les plus grandes fosses de la planète, comme la fosse des Mariannes dans le Pacifique, atteignent près de 11 km de profondeur. La mer du Nord, à son point le plus profond dans la fosse norvégienne, atteint environ 725 mètres. Elle ne rivalise pas. Et pourtant, cependant, dans cette marge, dans ces 700 mètres qui semblent peu de choses comparés aux 11 km du Pacifique profond, il se passe quelque chose que les scientifiques essaient de déchiffrer depuis des décennies. Car la fosse norvégienne n'est pas seulement une dépression sur la carte, c'est une frontière. Une ligne qui sépare le monde que nous connaissons du monde que nous commençons à peine à comprendre. Pour mieux le visualiser, imaginez la mer du Nord comme un plateau d'eau peu profonde, d'à peine 1,5 mètre de profondeur, placé sur une table, aussi plat, aussi prévisible. Maintenant, imaginez qu'au bord nord de ce plateau, il y a une fissure qui soudainement s'enfonce 7 fois plus profondément que le reste du plateau. Vous tombez de 100 mètres à 700 mètres dans un très petit espace horizontal. Ce changement brusque de profondeur, de température, de pression et de conditions crée quelque chose que les océanographes appellent un micro-environnement.
Un système avec ses propres règles, sa propre faune, sa propre logique interne. Un monde dans le monde. C'est là que vit ce qui nous intéresse. Mais pour vraiment le comprendre, il faut remonter un peu plus loin. Il faut parler de ce que l'Europe pensait de ses profondeurs marines il y a à peine 2 siècles, et pourquoi un continent de grands navigateurs a mis si longtemps à regarder vers le bas. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, le fond marin était tout simplement terra incognita, terre inconnue, une expression que les cartographes médiévaux utilisaient pour désigner les territoires que personne n'avait explorés et que par conséquent, personne ne pouvait décrire. Le fond de l'océan était, dans tous les sens pratiques, un territoire inconnu. Nous avons des cartes romaines de Grande-Bretagne. Nous avons des portulans médiévaux de la Méditerranée d'une précision étonnante. Nous avons des cartes de navigation du Pacifique dessinées par des Polynésiens avec une exactitude qui surprend encore les géographes modernes. Mais le fond de la mer, ce territoire qui est littéralement sous tout ce que nous naviguons, n'apparaît sur aucune carte historique avec des détails réels parce que personne n'avait le moyen d'y descendre pour voir et personne n'a sérieusement considéré que cela valait la peine d'essayer. Edward Forbes, ce naturaliste britannique du XIXe siècle que nous avons mentionné plus tôt, proposa en 1843 ce qu'il appela la théorie de la zone azoïque, l'idée qu'en dessous de 600 mètres de profondeur, aucune forme de vie ne pouvait exister, car la pression était trop élevée, la température trop basse et l'obscurité trop absolue. Forbes était un scientifique rigoureux qui basait sa théorie sur des données réelles, dans les échantillons que ses chaluts ramenaient à la surface depuis différentes profondeurs. La densité d'organismes diminuait progressivement avec la profondeur. L'extrapolation semblait logique. Arrivé à un certain point, la vie s'éteignait tout simplement. Cette théorie domina la pensée scientifique pendant plus de 20 ans. Ce fut le HMS Challenger, le navire britannique qui réalisa entre 1872 et 1876 la première expédition océanographique globale de l'histoire, qui commença à démolir cette idée. À bord du Challenger, les scientifiques draguèrent le fond de l'océan à des profondeurs que Forbes aurait déclarées azoïques et y trouvèrent de la vie. Pas beaucoup au début, pas facile à identifier, mais de la vie. Des organismes que personne n'avait vus auparavant, des formes qui ne rentraient dans aucune catégorie connue. La théorie de la zone azoïque mourut alors. Mais la nouvelle question qui surgit à sa place était encore plus troublante. S'il y a de la vie là-dessous, quelle sorte de vie est-ce? Comment fonctionne-t-elle? De quoi se nourrit-elle? Comment survit-elle au froid, à l'obscurité, à la pression? Ces questions restent, en partie, sans réponse définitive aujourd'hui, en 2026. Et la mer du Nord, avec sa fosse norvégienne et ses fonds de limon froid, a été l'un des scénarios où certaines de ces réponses ont commencé à prendre forme. Une forme étrange, inconfortable, fascinante. Accompagnez-nous pour l'explorer. Pour parler de ce qui vit dans les abysses de la mer du Nord, il faut commencer par l'endroit le moins attendu. Un laboratoire de Bergen, Norvège, en l'an 1985. Tore Haug était un biologiste marin norvégien avec une question qui lui trottait dans la tête depuis des années. Les pêcheurs de la côte ouest de la Norvège, des hommes qui connaissaient cette mer depuis l'enfance, sortèrent parfois depuis des décennies de leurs filets des morceaux de quelque chose qui ne correspondait à rien. Des fragments calcaires ramifiés d'une couleur blanchâtre orange. Les marins les appelaient corail, mais cela n'avait aucun sens. Tout le monde savait que le corail poussait dans les eaux tropicales chaudes, dans la mer Rouge, dans le Pacifique, pas dans les eaux froides et sombres du nord de l'Europe. Les pêcheurs le rejetaient à la mer, ou le gardaient comme curiosité, ou simplement l'ignoraient. Haug ne l'ignora pas. Il rassembla suffisamment d'échantillons pour les analyser en laboratoire, et ce qu'il trouva le surprit plus qu'il ne s'y attendait. Ces fragments appartenaient à une espèce de corail dur, un corail scléractinien, un bâtisseur de récifs, du même type biologique qui construit les grands récifs barrières dans les tropiques. L'espèce s'appelait l'Ophelia pertusa.
et avait été décrite pour la première fois par le naturaliste suédois Carl von Linné en 1758. Mais pendant plus de 2 siècles, personne n'avait pleinement compris son échelle ni son importance dans ces eaux. Ce que Haug commença à suspecter, et ce que des études ultérieures confirmeraient avec des données de plus en plus détaillées, était que ces fragments que les pêcheurs jetaient n'étaient ni des restes isolés, ni des curiosités géologiques. C'étaient des morceaux de quelque chose d'énorme, des structures coralliennes qui poussaient au fond de la mer du Nord depuis des siècles, certaines depuis des millénaires, dans des conditions que n'importe quel manuel de biologie marine dirait incompatibles avec la vie d'un corail. Quelle température! Entre 4 et 12 degrés Celsius, selon la profondeur et la saison. Le corail tropical a besoin d'eau d'au moins 18 degrés pour survivre. L'Ophelia pertusa vit parfaitement à 4. À quelle profondeur? Entre 200 et 600 mètres, où la lumière du soleil n'arrive pas du tout. Le corail tropical dépend des algues qui vivent en symbiose dans ses tissus et qui ont besoin de lumière pour réaliser la photosynthèse. L'Ophelia pertusa n'a pas d'algues symbiotiques. Elle n'en a pas besoin. Comment se nourrit-elle alors? C'était la question à laquelle personne ne pouvait bien répondre dans les années 80. Et il faudrait des décennies pour trouver une réponse que personne n'avait anticipée. Mais avant d'en arriver là, nous devons comprendre l'échelle du problème, ou plutôt, l'échelle de la découverte. Car une fois que les chercheurs norvégiens ont commencé à chercher des récifs de l'Ophelia avec une méthodologie systématique, ils ont découvert qu'ils ne regardaient pas un phénomène marginal. En 1999, une équipe de chercheurs de l'Institut de recherche marine de Bergen a utilisé des véhicules télécommandés, les fameux ROV pour leurs sigles en anglais, pour cartographier le récif de Rost, situé sur le banc de Rost au sud-ouest des îles Lofoten. Ce qu'ils ont trouvé était l'un des plus grands récifs de corail d'eau froide du monde, plus de 40 km de long, entre 2 et 4 km de large, et une hauteur allant jusqu'à 35 mètres au-dessus du fond marin. 35 mètres, la hauteur d'un immeuble de 10 étages, construit lentement, millimètre par millimètre, sur une période que les analyses de datation au radiocarbone situent à plusieurs milliers d'années. Certains des squelettes de corail les plus profonds du récif de Rost ont plus de 8000 ans, ce qui signifie que le processus de construction a commencé alors que la dernière glaciation n'avait pas encore tout à fait reculé. Pouvez-vous le visualiser? Un récif qui a commencé à se construire lorsque les humains commençaient à peine à développer l'agriculture dans le croissant fertile, qui a survécu à la montée et à la chute de tous les empires de l'histoire, et qui est toujours là aujourd'hui, à 600 mètres de profondeur, dans l'obscurité totale, à 4 degrés, nourrissant des centaines d'espèces qui dépendent de sa structure pour survivre. Et la question de savoir comment ce corail survit, d'où il tire son énergie dans un environnement où la nourriture devrait être extrêmement rare, restait sans réponse. Il existe une solution à un problème que les scientifiques regardaient sans l'avoir depuis des décennies. Et parfois cela fonctionne ainsi. La réponse était dans la physique, pas dans la biologie. En 2016, une équipe de chercheurs de l'Institut royal néerlandais pour la recherche marine, NIOZ, pour ses sigles en néerlandais, a publié dans Scientific Reports une étude qui a fondamentalement changé la manière dont les biologistes marins pensent à ces écosystèmes. L'équipe, dirigée par Dick Van Heuvelen, avait exécuté des modèles de simulation computationnelle pour tenter de comprendre comment les coraux d'eau froide, à 600 mètres de profondeur, pouvaient obtenir suffisamment de matière organique pour soutenir leur métabolisme et celui des centaines d'espèces qui vivaient dans leurs récifs. La réponse qu'ils ont trouvée était élégante d'une manière qui fait presque mal, les courants de marée. L'océan respire avec les marées. Il monte et descend 2 fois par jour avec une régularité presque mécanique, générant des courants qui coulent et refluent sur le fond marin. Lorsque ces courants rencontrent un obstacle, quelque chose qui dépasse du fond, comme par exemple un récif corallien de 35 mètres de hauteur,
quelque chose de physiquement intéressant se produit. Le courant, incapable de passer directement à travers l'obstacle, est forcé de monter d'un côté et de descendre de l'autre. Ce mouvement descendant, cet enfoncement d'eau sous le vent du récif, entraîne vers le bas des particules de matière organique qui autrement flotteraient indéfiniment dans la colonne d'eau supérieure. Les modèles de Van Hevelen et de son équipe ont montré que les monticules de corail agissent littéralement comme des pompes. Des pompes qui, propulsées par l'énergie gratuite des marées, transportent continuellement de la matière organique de la surface productive de l'océan jusqu'à 600 mètres de profondeur où vivent les coraux. Non pas de manière massive, non pas de manière spectaculaire, mais de manière constante, millimétrique, soutenue pendant des siècles. Les récifs eux-mêmes créent les conditions qui leur permettent de se nourrir. Il existe un nom technique pour cela: ingénierie écosystémique. Le concept se réfère à un organisme qui modifie son environnement de manière à ce que ces modifications bénéficient directement à l'organisme lui-même. Les castors sont peut-être l'exemple le plus connu sur Terre. Ils construisent des barrages qui créent des étangs, leur offrant protection et nourriture. L'Ophelia pertusa fait quelque chose de conceptuellement similaire, mais à une échelle et dans un contexte qui est presque difficile à croire. Elle construit des structures de centaines de mètres de longueur et de dizaines de mètres de hauteur qui, en interagissant avec la physique des courants océaniques, pompent vers le bas exactement la nourriture dont le corail a besoin pour continuer à construire. C'est une boucle parfaite. Plus le récif est grand, plus la pompe est efficace, plus il y a de nourriture disponible, plus la croissance est possible. Pendant des milliers d'années, cette boucle a fonctionné sans interruption. Mais les auteurs de l'étude ont ajouté une note finale qui mérite d'être prise au sérieux. Les modèles suggèrent qu'une stratification accrue de l'océan et une productivité superficielle moindre, toutes deux des conséquences attendues du changement climatique, pourraient affecter négativement le bilan énergétique de ces coraux. Si l'océan se réchauffe et se stratifie davantage, s'il y a moins de mélange entre les couches supérieures et inférieures, si la productivité du phytoplancton en surface diminue, alors cette pompe de marée a moins de matière organique disponible à transporter vers le bas. La boucle qui a fonctionné pendant 8000 ans pourrait commencer à se briser. En 2002, le gouvernement norvégien a pris une décision que peu de personnes en dehors du monde scientifique connaissent, mais qui a eu des conséquences importantes. Il a fermé à la pêche au chalut de fond certaines zones du talus continental norvégien pour protéger les récifs coralliens d'eau froide qui avaient été identifiés lors de cartographies précédentes. C'était la première mesure de protection de ce type en Europe et elle répondait à des décennies de dommages accumulés. La pêche au chalut de fond est exactement ce que cela signifie. Des filets qui sont traînés sur le fond marin, ramassant tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. C'est une technique efficace pour capturer certaines espèces de haute valeur commerciale, comme la morue, l'aigle fin ou la sole. Mais dans le processus, ce filet traîne aussi ce que l'on ne veut pas capturer. Des coraux qui construisent leur structure depuis des siècles, des éponges qui peuvent avoir des décennies de vie, tout l'écosystème benthique qui vit collé au fond. Les études comparatives entre les zones chalutées et les zones protégées sont visuellement dévastatrices. Un récif de l'Ophelia pertusa non endommagé apparaît dans les images des ROV comme une forêt tridimensionnelle. Des colonnes de corail ramifiées, blanchâtres quand il est vivant et actif, orange rosé à certains endroits, avec des poissons moines, des oursins, des étoiles de mer, des crustacés, des vers polychètes, des mollusques et des éponges distribuées en couches entre les branches du corail. Un récif chaluté apparaît comme un champ de ruines, des fragments brisés éparpillés sur le sédiment, le substrat calcaire écrasé et compacté, rien ne tenant debout. La récupération, lorsqu'elle se produit, est extrêmement lente. 1 millimètre de croissance par an est le rythme habituel de l'Ophelia pertusa dans des conditions idéales. Pour reconstruire un récif de plusieurs mètres de hauteur à partir de zéro, il faut des centaines d'années, au minimum.
Mais cartographier ces récifs pour les protéger s'est avéré être une tâche beaucoup plus compliquée que ce que quiconque avait anticipé. En 2020, l'aîné Bull Mortensen et son équipe de l'Institut de recherche marine de Bergen ont publié dans Frontier and Marine Science une étude qui représentait le travail de modélisation de la distribution des espèces le plus ambitieux réalisé jusqu'alors dans les eaux norvégiennes. Ils ont utilisé une méthode appelée Maxent, qui combine des données de présence réelle des coraux avec des variables environnementales, température, salinité, vitesse des courants, type de sédiments, la forme du fond marin, pour prédire où il devrait y avoir des récifs qui n'avaient pas encore été trouvés. Le modèle a travaillé avec plus de 2000 points de présence, confirmés de 3 espèces distinctes: l'Ophelia pertusa, Paragorgia arborea, le corail rose géant, et Primnoa resdeformi, le corail jaune. Et les résultats ont été surprenants dans une direction concrète. Il y avait beaucoup plus d'habitats potentiellement appropriés sur le plateau continental norvégien que ce qui avait été exploré jusqu'alors. Ils avaient cartographié la pointe de l'iceberg. Ce que le modèle de Bull Mortensen a également montré, c'est que les 3 espèces ont des exigences distinctes. L'Ophelia pertusa vit dans des eaux comparativement plus chaudes et moins profondes que les 2 espèces de coraux mous. Elle a une réponse très marquée à l'indice de position bathymétrique, qui mesure essentiellement si un point du fond est plus haut ou plus bas que son environnement immédiat. Elle préfère les arêtes, les bords, les protubérances, les endroits où les courants s'accélèrent et les nutriments se concentrent. Paragorgia arborea, en revanche, tolère des plages de profondeur et de température plus larges et semble plus sensible au type de sédiment dans lequel elle s'ancre. Pourquoi est-il important de le savoir? Parce que si vous pouvez prédire avec précision où il y aura du corail avant d'envoyer un ROV pour le confirmer, vous pouvez protéger ces zones de manière proactive avant le dommage et non après. Vous pouvez élaborer des politiques de pêche qui tiennent compte non seulement de l'endroit où le corail a été vu, mais de l'endroit où le corail existe et où personne n'a encore regardé. La cartographie prédictive, comme outil de conservation, une idée qui semble évidente rétrospectivement, mais qui a mis des décennies à être appliquée. Disons que vous avez un récif de corail d'eau froide, 35 mètres de hauteur, 40 km de longueur, sombre, froid, soumis à des pressions qui écraseraient une voiture. Qu'est-ce qui y vit? La réponse courte est beaucoup plus de choses que vous ne l'attendriez. La réponse longue nécessite un petit voyage à travers un catalogue de créatures qui semble conçu délibérément pour faire douter de tout ce que vous pensiez savoir sur la biologie. Commençons par les poissons. L'aigle fin, Melanogrammus aeglefinus, et la morue, Gadus morua, utilisent les récifs de l'Ophelia comme zone de reproduction. Non pas parce que le corail leur fournit directement de la nourriture, mais parce que la structure tridimensionnelle du récif offre un refuge. Et là où il y a un refuge, il y a de petites proies qui profitent du même refuge. Et là où il y a de petites proies, il y a de plus gros poissons qui s'en nourrissent. C'est la logique de l'écosystème fonctionnant en 3 dimensions. Mais les poissons sont les locataires les plus voyants, pas les plus intéressants. Les plus intéressants sont les invertébrés. Les éponges des profondeurs, Exactinellida, les éponges de verre, poussent sur les branches mortes du corail, profitant du substrat calcaire comme point d'ancrage dans un environnement où le fond est mou et sédimenteux. Ces éponges peuvent vivre pendant des décennies, filtrent l'eau de manière extraordinairement efficace et certaines espèces produisent des composés biochimiques qui présentent un intérêt pharmacologique. Leurs spicules, les minuscules fibres de silicium qui composent leur squelette, ont des propriétés optiques que les ingénieurs en fibres optiques tentent de reproduire artificiellement depuis des années. Les vers polychètes, une classe d'invertébrés annelés qui comprend des centaines d'espèces dans les profondeurs norvégiennes, colonisent chaque fissure et chaque surface disponible du récif. Certains sont filtreurs, passifs, qui étendent leurs tentacules dans le courant et attendent que la nourriture leur parvienne.
D'autres sont des prédateurs actifs avec des mâchoires chitineuses, capables de capturer des proies de plusieurs centimètres. Les étoiles de mer des profondeurs, Brisingida, ont un aspect qui rappelle davantage une araignée qu'une étoile. 12 ou 14 bras fins étendus dans le courant, couverts de projections collantes qui capturent le zooplancton en dérive. Elles s'ancrent aux branches du corail et restent complètement immobiles pendant des heures. En attendant, ce sont des chasseuses immobiles dans un monde sans lumière. Et puis, il y a les crustacés. Les balanes des profondeurs, Scalpellum scalpellum, colonisent les branches du corail en groupements denses, comme une forêt de petites armures blanches fixées sur le substrat. Les crevettes Acanthophira pelagica nagent entre les branches, leurs yeux adaptés pour capter la moindre émission de bioluminescence. Les bernards l'ermite habitent des coquilles d'escargots ramenées des eaux moins profondes par les courants et les successions de cadavres de mollusques. Ce que toutes ces créatures ont en commun, c'est leur dépendance, directe ou indirecte, à la structure que le corail construit. Sans le récif, sans cette architecture tridimensionnelle dans l'obscurité, beaucoup de ces espèces n'auraient simplement pas où vivre. Le corail n'est pas seulement un habitant de l'écosystème, c'est l'ingénieur qui le rend possible. Et il y a quelque chose d'autre qui mérite une attention particulière. Quelque chose que les biologistes marins continuent de débattre et qui a des implications qui vont bien au-delà de la conservation d'un récif spécifique. En l'an 2000, une équipe de géologues et d'océanographes travaillant sur le banc de Sula, l'un des plus grands complexes de récifs coralliens d'eau froide de Norvège, a fait une découverte qu'ils ne cherchaient pas. Ils tentaient de comprendre l'histoire géologique de la région en prélevant des carottes de sédiments, des cylindres de boue extraits du fond marin qui contiennent des couches de matière déposées sur des milliers d'années, comme les anneaux d'un arbre en version marine. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que les squelettes de l'Ophelia pertusa à l'intérieur de ces carottes agissaient comme une archive climatique. Le corail, en grandissant, incorpore dans son squelette calcaire des isotopes de l'oxygène et du carbone dans des proportions qui reflètent les conditions de l'eau au moment où ces couches se sont formées. La température de l'eau modifie la proportion d'isotopes. La productivité de l'océan également. Et comme le corail vit pendant des siècles et que ces couches de croissance peuvent être datées avec précision en utilisant le radiocarbone, on peut reconstituer, avec une certaine résolution temporelle, comment étaient les conditions océaniques il y a 200, 500, 1000, 3000 ans. C'est un paléothermomètre. Un thermomètre qui a mesuré la température de la mer du Nord pendant des millénaires sans que personne ne le demande. Ce que cet enregistrement montre, et ce que des études ultérieures ont confirmé avec plus de détails, c'est que les récifs coralliens d'eau froide de la côte norvégienne ont survécu à des fluctuations climatiques significatives au cours de leur histoire. Ils ont traversé des périodes plus froides et plus chaudes que l'actuelle. Ils ont survécu à des changements dans la circulation océanique. Ils ont supporté l'impact d'éruptions volcaniques qui ont temporairement altéré la chimie de l'eau. Ce sont des organismes extrêmement résistants aux changements graduels. Le problème est que le changement actuel n'est pas graduel. Pas en termes géologiques, où les changements de température qui prennent des milliers d'années sont considérés comme brusques. L'acidification des océans causée par le dioxyde de carbone que les humains émettent dans l'atmosphère altère la chimie de l'eau de mer à une vitesse sans précédent au cours des 55 derniers millions d'années. Et les coraux d'eau froide sont particulièrement vulnérables à ce processus car leur squelette d'aragonite, une forme de carbonate de calcium, se dissolvent plus facilement dans l'eau acide. Le registre que personne n'avait prévu d'écrire commence à montrer, dans ses couches les plus récentes, quelque chose que les chercheurs préfèrent ne pas trouver. Parlons de la géographie plus en détail, car elle est importante. La fosse norvégienne Norskerenna en norvégien est une dépression allongée qui borde les côtes occidentales et méridionales de la Norvège, depuis les îles Shetland au nord jusqu'au détroit de Skagerrak au sud. Elle a une longueur d'environ 550 km
et une largeur variable entre 50 et 100 km. Sa profondeur maximale est d'environ 700 mètres en plusieurs points de son extension nord. C'est une formation géologique relativement jeune en termes d'histoire de la Terre. Elle s'est largement formée par l'érosion glaciaire pendant les dernières glaciations du Pléistocène, il y a entre 10 000 et 2,5 millions d'années. Les glaciers qui recouvraient la Scandinavie ont sculpté le fond marin avec la même patience qu'ils ont sculpté les fjords, et la fosse norvégienne est en un sens un fjord submergé, une vallée glaciaire qui est restée sous l'eau lorsque les glaces se sont retirées et que le niveau de la mer a monté. Ce qui rend la fosse norvégienne océanographiquement intéressante, c'est qu'elle agit comme un réservoir d'eau atlantique. L'Atlantique Nord envoie des courants d'eau salée, relativement chaudes, vers le nord via le courant de l'Atlantique Nord, cette ramification du courant du Golfe qui confère à l'Europe un climat plus doux que celui qui correspondrait à sa latitude. Cette eau atlantique, plus dense que l'eau de surface de la mer du Nord, s'enfonce lorsqu'elle atteint les côtes norvégiennes et s'écoule vers le sud à l'intérieur de la fosse norvégienne, créant une circulation distincte qui la sépare hydrauliquement du reste de la mer. Cette circulation a d'importantes conséquences biologiques. L'eau atlantique qui s'écoule dans la fosse norvégienne est bien oxygénée et a une chimie adaptée aux coraux d'eau froide. Elle a les bonnes températures, la bonne plage de salinité et la vitesse de courant dont les coraux ont besoin pour filtrer efficacement la nourriture. En termes plus simples, la fosse norvégienne n'est pas seulement une dépression sur la carte. C'est un canal qui transporte exactement le type d'eau dont les récifs de l'Ophelia pertusa ont besoin pour prospérer. Et elle le fait depuis des milliers d'années. Mais il y a un aspect de la fosse norvégienne qui est rarement mentionné dans les études de biodiversité marine et qui mérite attention. Son rôle de piège à sédiments et les implications de ce que ces sédiments contiennent. La mer du Nord est l'une des mers les plus polluées du monde. Des décennies d'activités industrielles, agricoles et de pêche sur les côtes de certains des pays les plus industrialisés d'Europe ont laissé une empreinte chimique dans ces sédiments. Mercure, cadmium, plomb, composés organiques persistants comme les PCB et les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Tout cela s'accumule dans le sédiment du fond. Et la fosse norvégienne, par sa géométrie, agit comme un piège à sédiments particulièrement efficace. Les fines particules qui restent en suspension dans les eaux de la mer du Nord pendant des mois finissent par s'y déposer, concentrant les polluants qu'elles transportent. Une étude publiée dans Marine Pollution Bulletin en 2006 a précisément documenté cela. Des concentrations de certains métaux lourds et composés organiques persistants dans les sédiments de la fosse norvégienne qui dépassaient significativement celles trouvées dans des zones moins profondes de la mer du Nord. Et ces polluants ne sont pas inertes. Ils entrent dans la chaîne trophique, de la bactérie au ver, du ver au crustacé, du crustacé au poisson, du poisson au prédateur. Les récifs coralliens d'eau froide de la fosse norvégienne sont entourés par l'un des environnements les plus pollués de l'hémisphère nord. Il y a une histoire que les manuels scolaires de biologie racontent rarement et qui concerne qui sont, en réalité, les habitants les plus importants des profondeurs marines. Ce ne sont pas les coraux, ce ne sont pas les poissons, ce ne sont pas les éponges de verre ni les étoiles araignées, ce sont les bactéries. Au fond de la mer du Nord, dans les sédiments qui s'accumulent sous les récifs coralliens, dans la boue froide de la fosse norvégienne, dans les interstices entre les grains de sable, vit une communauté bactérienne d'une diversité et d'une densité qui dépassent tout écosystème terrestre que nous pouvons imaginer. 1 cm3 de sédiments marins peut contenir entre 100 millions et 1 milliard de cellules bactériennes. 1 milliard de bactéries dans un espace plus petit qu'une petite pièce de monnaie. Ces bactéries ne sont pas des locataires passifs. Elles sont le moteur métabolique de tout l'écosystème profond. Dans un travail publié dans Applied and Environmental Microbiology en 2014, des chercheurs du Centre d'études nordiques des environnements froids ont analysé les communautés bactériennes dans les sédiments associés aux récifs de l'Ophelia pertusa dans le Skagerrak,
la zone de jonction entre la mer du Nord et la mer de Norvège. Ce qu'ils ont trouvé était une diversité bactérienne surprenante, avec des groupes fonctionnels très différents, coexistant en couches de quelques millimètres d'épaisseur. Dans la couche la plus superficielle des sédiments, où un peu d'oxygène arrive encore, dominent les bactéries aérobies qui décomposent la matière organique qui tombe d'en haut. Les cadavres de zooplancton, les particules fécales, les fragments de phytoplancton. Ce sont les recycleurs, ceux qui décomposent la matière morte et libèrent les nutriments dont d'autres organismes ont besoin. Quelques millimètres plus bas, où l'oxygène est épuisé, le monde change. Là dominent les bactéries anaérobies sulfato-réductrices, qui tirent leur énergie en réduisant le sulfate dissous dans l'eau interstitielle. Elles produisent comme sous-produit du sulfure d'hydrogène, le gaz qui sent l'œuf pourri et qui est extrêmement toxique pour la plupart des êtres vivants. Et pourtant, à l'interface entre la zone oxygénée et la zone anoxique, il existe des bactéries spécialisées qui utilisent ce sulfure comme source d'énergie, l'oxydant à nouveau. Ce sont des chimiolithotrophes, des organismes qui tirent leur énergie non pas du soleil, comme les plantes, ni des composés organiques d'autres êtres vivants, comme les animaux, mais de réactions chimiques inorganiques. Ces bactéries chimiolithotrophes sont les héritières directes de certaines des formes de vie les plus anciennes de la Terre. Les premières créatures qui ont peuplé les océans primitifs, il y a plus de 3 milliards d'années, avant qu'il n'y ait de l'oxygène dans l'atmosphère, obtenir leur énergie exactement de ce type de réaction. Dans le sédiment sombre et froid de la mer du Nord, une forme de vie qui a précédé de milliards d'années tout ce que nous connaissons continue de fonctionner exactement comme elle l'a toujours fait. Et voici la donnée qui mérite d'être répétée à quelqu'un plus tard. La biomasse totale de bactéries dans le sous-sol marin, sur toute la planète, est comparable à la biomasse totale de toutes les forêts et jungles de la surface terrestre réunies. Nous avons passé des siècles à regarder les cimes des arbres et les récifs coralliens tropicaux. Et le plus grand ensemble de biomasse vivante de la planète était sous nous tout ce temps, invisible, silencieux, faisant son travail. Il existe une espèce qui vit dans les eaux profondes de la mer du Nord et qui a une histoire extraordinaire que très peu de gens connaissent. Le grenadier, Coryphénoides rupestris, également appelé ratail ou queue de rat par les pêcheurs anglo-saxons, est un poisson d'eau profonde qui habite entre 200 et 2000 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord. Il a une grosse tête, des yeux énormes adaptés à la faible lumière, et un corps qui s'amincit pour se terminer en une queue pointue, qui lui donne son nom vernaculaire. Ce n'est pas un beau poisson, mais ce qui rend le grenadier extraordinaire n'est pas son aspect, c'est sa longévité. Des études de datation des otolithes, ces petites pièces calcaires de l'oreille interne des poissons qui poussent en couches annuelles comme les arbres, ont documenté que certains grenadiers de l'Atlantique Nord vivaient plus de 40 ans. Il existe des enregistrements de spécimens qui dépassaient très probablement les 70 ans. Un poisson qui est né alors que certains des lecteurs de ce script n'avaient pas encore été conçus. Cette longévité a des conséquences pour la pêche, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la pêche de certaines espèces d'eau profonde est extraordinairement difficile à gérer de manière durable. Les poissons d'eau profonde ont tendance à atteindre la maturité sexuelle tardivement, à grandir lentement et à se reproduire moins fréquemment que leurs équivalents des eaux de surface. Un grenadier n'atteint la maturité sexuelle qu'à l'âge de 10 ou 15 ans. Si nous pêchons la majorité des adultes d'une population en quelques années, cette population peut prendre des décennies à se rétablir, même si les captures cessent complètement. En mer du Nord et dans les eaux de la plateforme norvégienne, la régulation de la pêche en eau profonde a été historiquement beaucoup plus laxiste que celle des espèces plus connues, comme la morue ou le harengue. Les chalutages de fond dans les zones profondes n'ont pas été soumis à des quotas significatifs avant le début du XXIe siècle. Le résultat, documenté dans des études de biomasse historique, a été une réduction considérable des populations de plusieurs espèces de poissons d'eau profonde dans l'Atlantique Nord-Est. Mais le grenadier a un autre secret qui va au-delà de sa longévité. Des études de génétique des populations ont montré que les différentes populations de grenadiers dans l'Atlantique Nord, de la mer du Nord à la mer de Norvège,
en passant par les crêtes océaniques de l'Atlantique moyen, sont génétiquement connectés de manière qui ne serait pas prédite uniquement par les courants de surface. Les larves de ces poissons, qui passent des semaines ou des mois dans la colonne d'eau avant de descendre dans les profondeurs, sont transportées par des courants profonds qui connectent des bassins qui semblent superficiellement séparés. La mer du Nord, dans sa profondeur, n'est pas isolée. Elle est connectée, comme tout l'océan, par un réseau de courants que les océanographes appellent la circulation thermohaline, ou, plus familièrement, le tapis roulant océanique. Ce qui se passe dans les profondeurs de la mer du Nord n'est pas un phénomène local, c'est une partie d'un système planétaire. En l'hiver 2012, à bord du navire de recherche Johan Hjort de l'Institut de recherche marine de Bergen, une équipe de biologistes a déployé une caméra vidéo connectée à un ROV sur un récif de l'Ophelia pertusa sur le banc de Sula, à environ 300 mètres de profondeur. La mission était routinière, surveillance de l'état du récif, documentation des espèces associées, prise d'échantillons de température et de salinité. Dans les images récupérées, parmi les branches du corail et les éponges de verre, est apparu quelque chose que personne de l'équipe ne s'attendait à voir. Une pieuvre de taille moyenne, avec la peau pâle adaptée à un environnement sans lumière, qui utilisait clairement les cavités du récif comme refuge. L'exemplaire appartenait à une espèce du genre Musoctopus, un groupe de pieuvres des eaux profondes de l'Atlantique Nord qui, à cette époque, était assez peu connu dans les eaux norvégiennes. Le plus intéressant n'était pas seulement la présence de la pieuvre, mais aussi son comportement. L'animal ne se reposait pas simplement. Devant la caméra, dans l'obscurité interrompue par les lumières du ROV, elle a étendu ses bras avec une précision chirurgicale entre les branches du corail et a extrait d'une fissure un petit crustacé qu'elle y avait stocké. Elle l'a manipulé pendant quelques secondes avec les ventouses à l'extrémité de ses bras, puis a commencé à le manger. Elle avait gardé de la nourriture. Les pieuvres sont reconnues comme les invertébrés les plus intelligents connus, avec des capacités cognitives surprenantes pour un animal si éloigné des vertébrés sur le plan évolutif. Elles possèdent des systèmes nerveux distribués. Les 2/3 de leurs neurones ne se trouvent pas dans le ganglion cérébral central, mais sont répartis dans leurs bras, ce qui leur confère une capacité de traitement local décentralisée, qu'aucun vertébré ne possède. Mais la découverte de ce comportement de stockage de nourriture, dans un environnement aussi extrême, dans l'obscurité et le froid d'un récif des grands fonds marins, a ajouté une nouvelle dimension à ce que nous savions de ces créatures. La question qui s'est posée, et que plusieurs chercheurs ont soulevée dans des communications ultérieures, était de savoir si le comportement d'utilisation des récifs coralliens d'eau froide comme garde-manger était généralisé parmi les céphalopodes des grands fonds marins de l'Atlantique Nord, ou s'il s'agissait d'une stratégie individuelle adaptative de cet exemplaire particulier. Nous n'avons pas encore la réponse. Il y a quelque chose que les récifs coralliens d'eau froide font, et que personne n'aurait pensé à chercher il y a 30 ans. Ils séquestrent le carbone. Pas directement, comme le font les forêts terrestres lorsqu'elles incorporent du dioxyde de carbone à leur bois. Ils le font d'une manière plus oblique, plus physique, qui a à voir avec la structure même de leurs monticules et la façon dont ces monticules interagissent avec l'hydrodynamique océanique. Rappelons l'étude de Van Heuvelen du NMIOZ que nous avons mentionné précédemment. La pompe de marée que décrivait leur modèle ne transporte pas seulement la matière organique vers le bas. Elle transporte également, en entraînant l'eau des couches supérieures productives vers les profondeurs, du carbone organique particulier qui, une fois en profondeur, se dépose dans le sédiment et reste temporairement ou définitivement hors du cycle actif du carbone. C'est un mécanisme de séquestration du carbone que les auteurs ont appelé pompe à carbone topographiquement améliorée. L'échelle globale de ce mécanisme est difficile à quantifier avec précision. Mais les auteurs de l'étude parue dans Scientific Reports ont souligné que les topographies biogéniques et géologiques sont omniprésentes le long des marges océaniques de toute la planète.
ce qui suggère que l'importance globale de ce mécanisme de séquestration pourrait être considérable. Nous ne parlons pas d'un phénomène local norvégien. Nous parlons d'un processus qui pourrait opérer sur toutes les marges continentales du monde où existent des structures de relief au fond. Un travail ultérieur, publié en 2023 dans Scientific Reports par Caitlin Adams et ses collègues de la NOAA, l'équivalent américain des agences européennes de recherche océanique, a documenté l'une des plus grandes provinces de récifs coralliens d'eau froide jamais découvertes. Un système de monticules coralliens sur le plateau de Blake, au large de la côte est des États-Unis, avec une longueur totale de plus de 150 km de formation en ligne. Ce système, découvert dans le cadre d'explorations menées par la NOAA entre 2018 et 2022, connaît des fluctuations de température entre 4,3 et 10,7 degrés Celsius sur des périodes relativement courtes et des courants atteignant 1 mètre par seconde, des conditions extrêmes, même pour les standards des coraux d'eau froide. Qu'un récif de ces caractéristiques existe et prospère dans une zone d'intense activité humaine, avec des opérations militaires navales, une pêche au chalut historique et une potentielle extraction de minerais, pose une question inconfortable. Combien d'autres y aura-t-il dans les océans du monde que personne n'a encore trouvé? Combien de carbone séquestre des systèmes que nous n'avons même pas cartographiés? Revenons à la mer du Nord, au fond sombre et froid. Et faisons quelque chose que les manuels scientifiques font rarement, essayons de l'écouter. Parce que le silence de l'abîme est un mythe. L'océan profond n'est pas silencieux. Il est bruyant d'une manière que les êtres humains ne sont pas équipés pour percevoir directement. Les fréquences sont distinctes, les sources sont distinctes, le milieu de transmission est distinct. Mais si vous plongiez d'une manière ou d'une autre dans les 600 mètres de la fosse norvégienne et que vous aviez les instruments adéquats, ce que vous entendriez serait une cacophonie. Les coups sourds et rythmiques des courants de marée qui pulsent contre le fond marin et contre les monticules de corail. Les fréquences infrasoniques générées par les tempêtes à la surface, transmises à l'eau en longueur d'onde kilométrique qui traverse l'océan, sans s'atténuer sur des milliers de kilomètres. Les clics et les grincements des crustacés des grands fonds marins qui utilisent des signaux acoustiques pour communiquer, pour attirer des partenaires, pour défendre leur territoire, tout comme leurs parents dans les récifs tropicaux. Et, plus inquiétant, le bruit humain. La mer du Nord est l'un des océans les plus bruyants de la planète en termes de pollution sonore anthropique. Le trafic maritime dans cette zone est l'un des plus denses du monde. Des milliers de cargos, pétroliers, ferries, bateaux de pêche, navires militaires se déplacent sur ces eaux chaque jour. Chacun de ces moteurs génère un signal acoustique qui pénètre dans l'eau et se propage vers le bas. Les plateformes pétrolières, qui ont commencé à opérer en mer du Nord dans les années 60 et qui, au cours des décennies suivantes, se sont multipliés pour devenir l'un des principaux producteurs de pétrole et de gaz du monde, génèrent un bruit sismique chronique dans leur environnement. L'exploration sismique pour trouver de nouveaux gisements d'hydrocarbures, des canons à air comprimés qui sont tirés de manière répétée dans la colonne d'eau, générant des impulsions sonores de haute intensité qui rebondissent sur le fond et dans les couches géologiques plus profondes. Ces impulsions peuvent dépasser les 200 décibels à la source. À titre de comparaison, un avion à réaction au décollage génère environ 140 décibels dans l'air. L'eau transmet le son 4 fois plus vite que l'air, et avec beaucoup moins d'atténuation, de sorte qu'une impulsion de 200 décibels dans l'eau ne s'atténue pas à néant en quelques mètres. Elle atteint des centaines de kilomètres avec une intensité suffisante pour affecter le comportement des animaux marins. L'effet du bruit sismique et du trafic maritime chronique sur les communautés benthiques des grands fonds marins, sur les récifs coralliens et sur les espèces associées, est un champ de recherche qui n'en est encore qu'à ses débuts. Ce qui a été clairement documenté chez les mammifères marins comme les baleines et les dauphins, c'est que la pollution acoustique altère leur comportement de communication,
de recherche de nourriture et, dans les cas extrêmes, peut causer des lésions physiques. Si cela se produit chez des animaux qui ont des systèmes auditifs relativement similaires aux nôtres, la question est de savoir ce qui se passe chez les invertébrés des fonds marins, chez les crustacés, les vers et les mollusques qui utilisent également des signaux chimiques et mécaniques pour s'orienter et communiquer. Nous ne le savons pas encore. En l'an 2022, une équipe d'océanographes de l'Institut norvégien des sciences marines et de l'Université de Bergen a publié dans la revue Progress in Oceanography une étude qui était en préparation depuis plus de 5 ans. Elle analysait la variabilité de la température et de la salinité de l'eau atlantique qui s'écoule par la fosse norvégienne, l'utilisant comme indicateur de la variabilité du courant de l'Atlantique Nord et plus largement du système de circulation thermo-haline globale. Les données qu'ils avaient recueillies montraient pour eux quelque chose d'inquiétant. La température de l'eau atlantique dans la fosse norvégienne avait augmenté de manière statistiquement significative au cours des dernières décennies. Pas de manière drastique, pas du jour au lendemain, mais de manière constante, avec une tendance sans équivoque. Pour les récifs coralliens d'eau froide, ce réchauffement pose un dilemme sans solution facile. L'Ophelia pertusa est une espèce adaptée à une plage de température relativement étroite. Les études de laboratoire où des spécimens de corail sont élevés dans des bassins à température contrôlée montrent qu'au-dessus d'un certain seuil qui varie selon les études mais se situe généralement entre 12 et 15 degrés Celsius, le taux de croissance du corail diminue, la calcification devient moins efficace, le corail subit ce que l'on appelle techniquement le blanchiment, la perte de ses tissus, l'exposition du squelette calcaire blanc sous-jacent et finalement la mort. Le blanchiment des coraux tropicaux dû au réchauffement de l'océan fait la une des journaux depuis des décennies. La grande barrière de corail d'Australie a subi des épisodes massifs de blanchiment en 2016, 2017, 2020, 2022 et les données de 2024 et 2025 sont les plus préoccupantes jamais enregistrées. Mais le blanchiment des coraux d'eau froide apparaît à peine dans les nouvelles, en partie parce qu'il se produit à des profondeurs que nous ne voyons pas, et en partie parce que les seuils de température qui le déclenchent sont plus élevés que les actuels, bien que cet écart se réduise. Ce que l'étude de la fosse norvégienne suggérait, c'est que si la tendance au réchauffement se poursuivait au rythme observé, les eaux plus profondes de la mer du Nord pourraient dépasser ce seuil critique pour l'Ophelia pertusa à un moment donné de ce siècle. Pas nécessairement de manière généralisée ni de manière immédiate, mais la marge de sécurité se réduisait. Un récif qui a mis 8000 ans à se construire pourrait disparaître en quelques décennies. En septembre 2019, le navire de recherche GeoSARS, le même navire de l'Institut de recherche marine de Bergen qui avait cartographié le récif de Røst en 1999, a lancé une campagne d'exploration dans les zones les plus profondes de la fosse norvégienne avec de nouveaux instruments, des caméras haute définition sur les ROV, des profileurs acoustiques de nouvelle génération et des systèmes d'échantillonnage d'ADN environnemental. L'ADN environnemental, eDNA en anglais, est une technologie qui a révolutionné la biologie marine au cours des 10 dernières années. L'idée est simple. Tout organisme vivant laisse des traces de son ADN dans l'environnement, sous forme de cellules d'escamés, de mucus, d'excréments. Si vous prélevez un échantillon d'eau, le filtrez et extrayez l'ADN qui reste dans le filtre, vous pouvez analyser ce mélange avec un séquençage de nouvelle génération et obtenir un catalogue des espèces qui ont été présentes dans cette eau au cours des heures ou des jours précédents. C'est comme prendre une empreinte digitale de l'écosystème. Ce que l'équipe du GeoSARS a trouvé dans les échantillons de DNA des zones les plus profondes de la fosse norvégienne était significativement plus diversifié que ce que les techniques traditionnelles d'échantillonnage visuel et de chalutage avaient suggéré. Des séquences d'ADN qui correspondaient à des espèces de poissons considérées comme rares, voire inhabituelles à ces profondeurs.
des séquences qui coïncidaient avec des genres de céphalopodes, de crustacés, d'échinodermes, que les échantillonnages avec ROV n'avaient pas enregistrés parce qu'ils n'avaient tout simplement pas été au bon endroit, au bon moment. La mer du Nord profonde était, selon ces données, bien plus habitée que nous le pensions. Mais la partie la plus surprenante de l'analyse DE-DNA de cette campagne n'a pas été les espèces animales. C'est ce qui a été trouvé dans le composant microbien. Des séquences de bactéries et d'archées qui appartenaient à des groupes fonctionnels que personne n'avait décrits auparavant en mer du Nord. Certaines d'entre elles montraient des similitudes avec des organismes trouvés dans des environnements encore plus extrêmes, dans des cheminées hydrothermales de l'Atlantique ou dans des sédiments sous-glaciaires de l'Antarctique. Que faisaient-elles là? Comment étaient-elles arrivées? Faisaient-elles partie de l'écosystème fonctionnel ou étaient-elles des colonisateurs récents qui avaient profité d'un changement de conditions pour s'établir? Les questions se multiplient avec chaque réponse que nous trouvons. Il existe un lien peu connu entre les récifs coralliens d'eau froide de la mer du Nord et la mythologie nordique. Non pas un lien que les Vikings auraient consciemment établi, mais un que les chercheurs modernes ont suggéré comme une interprétation possible. Les sagas nordiques décrivent avec un certain détail le concept du Hafgufa ou du Lyngbakr, des monstres marins qui rôdaient dans les profondeurs de la mer du Nord de l'Europe. Le Hafgufa en particulier est décrit dans le Konungs Skuggsja, le miroir du roi, un texte norvégien du XIIIe siècle, comme une créature d'une taille immense qui vivait dans les profondeurs et dont la seule présence altérait les courants et pouvait faire chavirer les navires. Les sagas décrivent comment il semblait parfois que la mer exhalait ou vomissait quelque chose, générant des tourbillons et des courants inexplicables. Les chercheurs en folklore marin ont spéculé, avec la prudence appropriée lorsque la mythologie et la science se croisent, que certaines de ces descriptions pourraient être des échos déformés de phénomènes réels observés par les marins médiévaux. Les éruptions de gaz méthane du fond marin, documentées dans plusieurs zones de la mer du Nord, peuvent générer exactement ce type de perturbations de surface. Des bulles qui émergent en larges colonnes, créant l'apparence que l'eau bout par en dessous, déstabilisant temporairement la flottabilité des petits bateaux. Les nodules et monticules du fond marin, y compris les monticules de corail eux-mêmes, génèrent des courants de marée qui, à la surface, se manifestent par des tourbillons et des courants d'arrachement inexplicables pour un marin qui ignore ce qu'il y a en dessous. Nous ne disons pas que le Kraken est un récif corallien. Ce serait absurde. Mais nous disons que les marins d'il y a 8 siècles observaient, avec les instruments conceptuels disponibles à leur époque, des effets réels de phénomènes océaniques que la science moderne a mis des siècles à décrire avec précision. La mer a toujours su garder ses secrets. Il nous a fallu du temps pour apprendre les bonnes questions. Nous parlons depuis longtemps de mystères et de découvertes, de récifs impossibles et de créatures inattendues. Mais il y a un moment dans tout bon récit scientifique où il convient de prendre du recul et de se poser une question plus inconfortable. Pourquoi avons-nous mis si longtemps, non pas en termes de technologie, car la limitation instrumentale est évidente. Les océans profonds sont inaccessibles sans un équipement sophistiqué qui n'existait que relativement récemment. C'est compréhensible. Mais en termes de curiosité institutionnelle, en termes de priorité de recherche, en termes de pourquoi la mer du Nord, l'une des mers les plus étudiées au monde pour des raisons économiques, pétrolières et de pêche, a mis si longtemps à être explorée dans ses couches les plus profondes, avec la rigueur qu'elle méritait. La réponse, si nous sommes honnêtes, est liée à l'argent. L'océanographie profonde n'a pas de retour économique immédiat. Les récifs coralliens d'eau froide ne produisent pas de pétrole. Les bactéries chimiolithotrophes du sédiment n'ont aucune valeur sur le marché à terme. Les grenadiers ont une valeur commerciale, mais si faible que pendant des décennies, personne n'a investi dans l'étude de leur population avec la rigueur investie dans la morue ou le hareng. Ce qui a changé l'équation n'a pas été un soudain intérêt altruiste pour la biodiversité profonde. Ce fut l'industrie pétrolière.
Lorsque les consortiums pétroliers ont commencé à explorer le sous-sol marin de la plateforme norvégienne dans les années 60 et 70, puis celui des bassins plus profonds de l'Atlantique Nord-Est, ils ont été contraints de réaliser des études d'impact environnemental qui incluaient des caractérisations de la biodiversité des fonds où ils allaient forer. C'est dans ce processus, motivé initialement par la réglementation et non par une pure curiosité scientifique, que certaines des premières cartographies systématiques des récifs coralliens d'eau froide dans la mer du Nord et la mer de Norvège ont été réalisées. Le paradoxe est grand. La même industrie dont les produits contribuent au réchauffement climatique qui menace ces écosystèmes a été, dans de nombreux cas, celle qui a financé les premières études révélant leur existence. Il n'y a pas de façon élégante de raconter cela. C'est simplement comme ça que ça s'est passé. Et cette histoire nous dit quelque chose d'important sur la façon dont nous produisons le savoir scientifique. Les questions que nous posons ne sont pas neutres. Elles sont guidées par des intérêts, par des financements, par ce qu'une société considère comme précieux à un moment donné. Le fond de la mer du Nord a été étudié quand quelqu'un avec de l'argent a eu besoin de savoir ce qu'il y avait là. Pas avant. Ce que cela implique est perturbant. Combien de choses extraordinaires y a-t-il au fond des océans que personne n'a encore étudié simplement parce qu'il n'y a pas d'intérêt économique immédiat à savoir ce qu'il y a là? Et combien de ces choses disparaîtront avant que quelqu'un ne les trouve? Les scientifiques travaillant dans ce domaine le savent. Ils le disent dans les conclusions de leurs articles, dans les interviews, dans les rapports aux organismes de réglementation. Le langage universitaire est mesuré, mais l'alarme sous-jacente est réelle. L'un des concepts que nous apprenons très tôt dans l'éducation formelle, si tôt que nous ne le remettons plus en question, est que toute vie sur Terre dépend, en fin de compte, du Soleil. La chaîne trophique commence par les producteurs primaires, plantes terrestres, phytoplancton océanique, organismes qui convertissent la lumière du Soleil en énergie chimique par la photosynthèse. Tout le reste mange ses producteurs, ou mange ceux qui mangent ses producteurs. Cette idée est correcte pour la grande majorité des écosystèmes que nous connaissons. Mais dans les profondeurs de la mer du Nord, et plus encore dans d'autres systèmes d'eau profonde de la planète, cette chaîne se brise, ou plus précisément, elle se bifurque. Le mythe, toute l'énergie des écosystèmes marins profonds provient, bien qu'indirectement, du Soleil, sous forme de matière organique produite à la surface et tombant vers le fond comme une pluie de particules. La preuve, en partie, c'est vrai. La neige marine, ce flux continu de matière organique particulière qui descend des couches superficielles productives vers les profondeurs, est effectivement une source d'énergie importante pour de nombreux organismes benthiques. Les récifs coralliens d'eau froide en dépendent en partie, et le mécanisme de pompe de marée décrit par Van Heuvelen et son équipe dans Scientific Reports en 2016 montre comment les monticules de corail eux-mêmes améliorent la capture de cette neige marine. Mais il existe une autre source d'énergie qui ne dépend absolument pas du Soleil, la chimiosynthèse. Les sédiments marins profonds contiennent du méthane, du sulfure d'hydrogène et d'autres composés réduits qui se forment par des processus géologiques et microbiologiques en l'absence d'oxygène. Les bactéries chimiolithotrophes, qui vivent à l'interface entre les couches oxygénées et anoxiques du sédiment, peuvent obtenir de l'énergie en oxydant ces composés, et certains de ces composés sont disponibles car des suintements d'hydrocarbures du sous-sol les fournissent continuellement. Dans la mer du Nord, qui possède un sous-sol extraordinairement riche en pétrole et en gaz naturel, il existe des fuites naturelles de méthane qui se produisent depuis des millions d'années, bien avant l'arrivée de l'industrie pétrolière. Ces fuites soutiennent des communautés microbiennes spécialisées. Et ces communautés, à leur tour, peuvent servir de nourriture à des invertébrés plus grands, ce qui complique le tableau énergétique de l'écosystème de manière intéressante. La conclusion: les écosystèmes du fond de la mer du Nord ne sont pas de simples systèmes recevant de l'énergie de haut en bas. Ce sont des réseaux complexes avec de multiples sources d'énergie, dont certaines ne dépendent absolument pas du Soleil.
Cela a des implications pour notre compréhension de l'endroit où la vie peut exister dans l'univers. Si la vie n'a pas besoin de la lumière du soleil pour prospérer, alors les océans sous la glace de lune comme Europe ou Encelade, où il existe des fuites hydrothermales au fond, deviennent des candidats beaucoup plus plausibles pour l'existence d'organismes vivants. La mer du Nord profonde comme modèle pour la recherche de vie sur d'autres mondes. Ce n'est pas une métaphore oiseuse. Le mythe avancé. Les coraux d'eau froide sont si robustes face au changement environnemental que le réchauffement climatique ne devrait pas les affecter de manière significative. Cette idée n'est pas exactement un mythe au sens d'une fausseté propagée intentionnellement, mais plutôt un espoir raisonnable que les preuves ont progressivement démenti. La preuve. Les coraux construisent leur squelette en utilisant de l'aragonite, une forme de carbonate de calcium particulièrement soluble dans l'eau froide. Le problème est que le dioxyde de carbone que l'atmosphère absorbe se dissout dans l'eau de l'océan et forme de l'acide carbonique, qui à son tour dissocie le carbonate dissous nécessaire à la calcification. Ce processus, l'acidification de l'océan, se produit plus rapidement dans les eaux froides que dans les eaux tropicales, précisément parce que l'eau froide absorbe le dioxyde de carbone plus efficacement. Ce que cela signifie pour l'Ophelia pertusa est concret. À mesure que les eaux de la mer du Nord et de l'Atlantique Nord s'acidifient, le processus de construction du squelette calcaire nécessite plus d'énergie. Le corail ne cesse pas de calcifier immédiatement, mais l'efficacité du processus diminue. Et dans un environnement où la nourriture est déjà limitée, où le corail consacre une fraction importante de son énergie métabolique à la construction de son squelette, devoir dépenser plus d'énergie pour cela signifie en avoir moins pour croître, pour se reproduire, pour répondre à d'autres facteurs de stress. Une étude publiée dans Biogéosciences par des chercheurs de plusieurs instituts européens a projeté que d'ici la fin de ce siècle, dans les scénarios d'émissions les plus pessimistes, les eaux de l'Atlantique Nord à des profondeurs de 200 à 600 mètres seront en dessous du seuil de saturation de l'aragonite dans de larges zones. En dessous de ce seuil, le squelette du corail ne se construit pas seulement avec difficulté. Il commence à se dissoudre. La conclusion, les coraux d'eau froide ne sont pas à l'abri du changement climatique. Ils sont, en fait, en première ligne de l'un de ses effets les plus insidieux, l'acidification de l'océan, qui agit comme une érosion lente et invisible des structures que 8 millénaires de croissance ont bâties. La métaphore qui l'illustre le mieux, imaginez que quelqu'un verse doucement de l'acide sur la base de la Sagrada Familia de Gaudí pendant des décennies. Cela ne la démolit pas d'un coup. Cela l'affaiblit progressivement, millimètre par millimètre, jusqu'à ce qu'un jour la structure qui semblait solide ne le soit plus. La question posée, à quoi sert de savoir qu'il y a 1 milliard de bactéries par centimètre cube dans le sédiment de la mer du Nord profonde? La preuve, les bactéries des environnements extrêmes produisent des enzymes et des composés biochimiques adaptés à fonctionner dans des conditions que les bactéries ordinaires ne toléreraient pas. Très basse température, haute pression, absence d'oxygène, concentration de sels inhabituels. Ces enzymes, appelées extrémozymes, fonctionnent à des températures et dans des conditions où les enzymes des organismes mésophiles, ceux qui vivent à température ambiante, cesseraient de fonctionner ou se dénatureraient. L'industrie pharmaceutique et biotechnologique prospecte ces environnements extrêmes depuis des décennies à la recherche de molécules ayant des applications pratiques. L'ADN, polymérase thermostable, isolé de la bactérie, Thermus aquaticus, des sources hydrothermales du parc de Yellowstone et qui est l'ingrédient actif de la réaction en chaîne par polymérase ou PCR, la technique qui est à la base de toute la génomique moderne et qui en 2020 fut la principale méthode de diagnostic du Covid-19, est l'exemple le plus célèbre de ce type de bioprospection. Les bactéries des profondeurs de la mer du Nord ont un potentiel similaire. Des organismes capables de produire des antibiotiques actifs dans des conditions de haute pression et de basse température,
des enzymes capables de décomposer des composés très stables dans des conditions normales, comme certains polymères plastiques, des protéines structurales aux propriétés mécaniques extraordinaires. Aucun de ces produits n'est encore sur le marché, mais plusieurs groupes de recherche européens, dont le projet européen Microbe 3 et le consortium MAMBA, ont travaillé ces dernières années à caractériser le potentiel biotechnologique des microbiomes des profondeurs de l'Atlantique Nord. La conclusion concise: les fonds obscurs de la mer du Nord pourraient abriter les molécules qui, d'ici quelques décennies, deviendront des antibiotiques que les traitements actuels ne pourront remplacer. La diversité microbienne que nous avons ignorée pendant des siècles pourrait être l'une des réserves les plus importantes de molécules biologiques utiles dont l'être humain dispose. Détruire cet écosystème avant de l'avoir exploré serait, en termes purement pratiques, comme brûler une bibliothèque dont nous n'avons même pas commencé à lire le catalogue. La question, à quel point l'écosystème profond de la mer du Nord a-t-il été modifié par l'activité humaine au cours du dernier siècle? La preuve, les registres historiques des captures de pêche en mer du Nord remontent au XIXe siècle avec une certaine fiabilité et à des registres plus fragmentaires, mais interprétables, plusieurs siècles auparavant. Ce que ces registres montrent, lorsqu'ils sont analysés avec les méthodes modernes de l'écologie historique, est une histoire de simplification progressive de l'écosystème. Les populations de grands prédateurs océaniques, requins, raies, thons, furent les premières à être décimées au cours du XIXe siècle et au début du XXe, lorsque les flottes de pêche industrielles commencèrent à opérer. Celles des espèces médiopélagiques, morues, harengs, maquereaux, furent les suivantes, avec l'effondrement des populations de morues de l'Atlantique Nord dans les années 90, comme l'exemple le plus dramatique et le plus documenté. Celles des espèces d'eau profonde, grenadiers, chardons, poissons de roche, furent les dernières à être exploitées intensivement, à partir des années 80 et 90. Ce que les scientifiques appellent « effet de cascade trophique » décrit comment l'élimination d'un niveau de la chaîne alimentaire affecte les niveaux supérieurs et inférieurs. Moins de grands prédateurs signifie plus de mésoprédateurs, qui à leur tour exercent plus de pression sur leur proie et ainsi en cascade jusqu'aux niveaux les plus bas de l'écosystème. En mer du Nord, cet effet a été documenté dans les communautés pélagiques et commence à être étudié dans les communautés benthiques d'eau profonde. Les récifs coralliens d'eau froide fonctionnent comme des zones de reproduction pour de nombreuses espèces commercialement pertinentes. S'ils sont endommagés ou détruits, l'impact ne se limite pas à la biodiversité locale. Il affecte le recrutement des populations de poissons qui dépendent de ces refuges à leur premier stade de vie. C'est un effet indirect, difficile à mesurer, mais réel. La conclusion: l'écosystème profond de la mer du Nord a déjà été considérablement altéré par l'activité humaine avant que les scientifiques n'aient eu l'occasion de le décrire complètement. Nous étudions un système perturbé et essayons de reconstituer à quoi il ressemblait avant notre arrivée. Et la difficulté de cette tâche est proportionnelle au temps qu'il nous a fallu pour commencer à la faire. Il convient ici de s'arrêter un instant et d'être honnête sur l'ampleur de notre ignorance. On estime, avec une assez grande solidité scientifique, que moins de 20% des fonds océaniques ont été cartographiés avec une résolution suffisante pour identifier des caractéristiques topographiques de l'ordre de 100 mètres. Nous avons des cartes de Mars avec une plus grande résolution que la majeure partie des fonds de nos océans. En mer du Nord, l'une des mers les plus échantillonnées de la planète, la densité de points d'échantillonnage des fonds marins est encore extraordinairement faible. L'étude de Bull Mortensen et de son équipe de l'Institut de recherche marine de Bergen, publiée dans Frontiers in Marine Science en 2020, a utilisé la modélisation de la distribution des espèces précisément parce que les données directes sont insuffisantes pour décrire la distribution des coraux avec la résolution nécessaire à la gestion. Le modèle prédit où il pourrait y avoir des coraux en se basant sur les conditions environnementales mesurées, mais la prédiction n'est aussi bonne que les données d'entraînement, et les données d'entraînement sont rares.
Nous savons qu'il y a plus que nous ne savons pas. C'est ce que disent les modèles, ceux qui détectent qu'il y a des zones avec un habitat adéquat, que personne n'a encore échantillonné, qu'il y a des signaux d'ADN et qui ne correspondent à aucune espèce décrite. Le catalogue de la vie profonde de la mer du Nord reste ouvert et restera probablement ouvert pendant des décennies. Et pendant que ce catalogue reste ouvert, les activités humaines continuent de modifier le système. Nous avons voyagé aujourd'hui de la surface aux profondeurs. Des cartes médiévales, avec leurs monstres dans les marges, aux modèles computationnels qui prédisent la distribution de récifs millénaires. Des filets des pêcheurs norvégiens qui rejetaient les fragments de corail parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils étaient. Au ROV, avec des caméras haute définition qui documentent le comportement d'un poulpe qui garde de la nourriture dans l'obscurité. Il y a quelque chose qui unit toute cette histoire, l'écart entre ce qui existe et ce que nous savons qu'il existe. Les récifs coralliens d'eau froide de la mer du Nord se construisent dans l'obscurité depuis 8000 ans. 8000 ans d'une architecture biologique patiente, millimétrique, soutenue par une pompe à marée que personne n'a comprise avant 2016. 8000 ans d'un écosystème complexe fonctionnant sans que personne ne l'observe, sans que personne n'ait besoin de savoir qu'il était là. Et ce que nous avons appris au cours des dernières décennies sur ces récifs, sur les bactéries des sédiments, sur la connexion entre le cycle du carbone océanique et la chimie de l'atmosphère, sur la possibilité que des molécules produites dans les fonds froids de la mer du Nord soient utiles pour traiter des maladies qui n'ont pas encore de nom. Tout cela n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début d'une. Le penseur Edward Forbes déclara en 1843 que sous les 600 mètres, il ne pouvait y avoir de vie. Il se trompait. Mais il y a quelque chose d'admirable dans son erreur. C'était une tentative honnête de systématiser les connaissances disponibles. La science avance ainsi, non par de grandes révélations soudaines, mais par l'accumulation patiente de preuves qui corrigent les erreurs antérieures. Ce qui distingue notre moment historique de tous les précédents n'est pas que nous soyons plus intelligents que Forbes. C'est que nous avons des outils qu'il n'a pas pu imaginer, des ROV, des séquenceurs d'ADN portables, des modèles computationnels capables de prédire la distribution des espèces dans des fonds que personne n'a échantillonnés. Et avec ces outils, ce que nous découvrons, c'est que la vie est plus tenace, plus créative, plus présente dans les endroits les plus improbables que toute théorie antérieure ne l'avait anticipé. Qu'est-ce que cela dit sur les limites de la vie? Qu'est-ce que cela dit sur les limites de la connaissance? Et voici la question que j'aimerais que vous emportiez avec vous aujourd'hui, qui est à la fois scientifique et philosophique. Si dans l'une des mers les plus étudiées du monde, une mer qui abordait les civilisations les plus influentes des derniers siècles, nous découvrons encore des écosystèmes entiers que personne ne savait exister, qu'est-ce que cela signifiera pour les océans que personne n'a encore commencé à explorer? Et qu'est-ce que cela signifiera pour les questions que nous ne savons pas encore nous poser? Si cette vidéo vous a fait réfléchir différemment à ce qu'il y a sous la surface de l'eau qui entoure le continent où vous vivez, laissez-nous en commentaire ce qui vous a le plus surpris. Le corail qui se nourrit avec des pompes à marée. Le poulpe qui garde de la nourriture dans l'obscurité? Le fait que des bactéries de ces fonds puissent finir par être les antibiotiques du futur? Et si vous voulez continuer à explorer les mystères de l'océan que personne ne raconte, nous avons préparé une vidéo sur les volcans de boue des fonds marins et les écosystèmes qu'ils construisent autour des filtrations de méthane. C'est un autre monde dans le monde. Ne la manquez pas.